Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste mensuel, les vidéos, c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Bonjour à tous, messieurs, dames, ça y est, avec 3 minutes de retard. Ça, c'est la SNCF comme on l'aime. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en pleine forme. Voilà, nouvelle émission. On est mercredi, c'est farce tranquille. Et qui dit mercredi dit farce tranquille, dit
fatigue. On n'aime pas le mercredi, on n'aime pas ça parce que on est blindé. C'est une journée chargée avec plein de choses à faire. Et là, je vous le dis, je suis rincé. Donc, à un moment donné, s'il y en a qui m'énervent, je vais arrêter de parler. Et j'arrêterai de parler pendant 30 minutes parce que voilà, je suis fatigué. Je suis usé par toutes leurs conneries. En plus, ah, vous allez voir, on va être dans la continuité de ce qu'on s'est dit hier. L'affaire du drapeau à l'Assemblée nationale, c'est inadmissible. Enfin, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Attendez, bougez pas, je réponds à un copain, c'est du direct, hein. Hop, attendez, tac. Tac, voilà, paf, voilà. Donc voilà, les amis, ça va être n'importe quoi. On va repartir sur quelques séquences. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait se muscler les neurones. Parce que du coup, je suis fatigué. Donc on va faire du React. Voilà. Parce que sinon, je vais encore m'énerver, vous redire tout ce qu'on s'est dit déjà en 2 jours. Donc voilà, hein. Et on va faire un React sur la propagande de guerre d'une personne que j'adore qui s'appelle Anne Morelli, que vous connaissez peut-être. Et on va, voilà, c'est un vaccin contre la propagande de guerre. Une petite vidéo où elle exprime beaucoup de choses. C'est très important. Voilà, donc on va se faire ça en deuxième partie d'émission, les amis, pour un petit peu, voilà, se muscler les neurones et y voir un petit peu plus clair au milieu de tout ce bordel. Voilà, ça me semble important. On a une pensée très émue. Alors, je ne sais pas si c'est une vanne. Si c'est pas une vanne, on la soutient, on soutient évidemment. Massan3466 qui nous dit « Salut Rémi, je suis en déprime. Mon père veut voter Glucksmann aux européennes. » On est avec toi. On est avec toi dans ce combat. Vraiment, on est avec toi. Ça doit pas être fastoche. Ça doit pas être fastoche, mais bon, il faut aussi que les sondages truqués servent à quelque chose, hein. Au bout d'un moment, s'ils font tout ça, toute cette campagne de dingue, pour rien, c'est con, c'est con. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu les amis. Donc Hassan, on est avec toi. On t'embrasse évidemment, bien évidemment. Donc les amis, et tout ça, voilà, je vous le dis, hein, cette émission, il y a aussi de la fatigue sans déconner, parce que l'épisode de La Farce Tranquille, c'est encore n'importe quoi. N'importe quoi. 28 minutes 30. Je vous le dis, les épisodes sont de plus en plus longs. C'est pas une volonté de ma part, hein, vraiment, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. On revient sur toutes les dingueries qu'il y a eu en 7 jours et c'est de pire en pire. Donc j'espère que l'épisode va vous plaire. L'épisode va vous plaire, les copains. Ça va être encore que du bonheur, que du plaisir au milieu de tout ça. Donc, on va reprendre où on en était hier, un petit peu comme un professeur. Finalement, on a appelé ça juste bistrot, mais c'est la juste université ici. On est professionnels. On est des professionnels avec tout ce qui se passe. Alors, l'affaire du drapeau, hein, on rattaque là-dessus. Vous avez suivi, hein, tout ce qui s'est passé hier, on en a parlé. Donc, je vous renvoie vers l'émission d'hier si jamais. Et mais ça a été une avalanche de déclarations, de sorties médiatiques complètement dingues. Mais vraiment, hein, il y a eu celle qu'on a montrée hier, mais ça n'a pas arrêté. Avec un Meyer Habib qui était sur BFM, le soir sur CNews. Enfin, mais c'est complètement dingue, mais des deux côtés. C'est pour ça que je suis plus ravi que jamais que d'être juste milieu, c'est que c'était n'importe quoi de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a eu Meyer Habib qui est venu chialer sur tous les trucs, à nous raconter que l'insulte de porc était la plus vieille insulte antisémite du monde. Donc, roue libre. Et de l'autre côté, la France Insoumise, ça dansait en fait. Ils faisaient de la danse. Donc on va y aller un petit peu pêle-mêle, hein. Sur Twitter, on va filtrer tout ça et on commence avec ce qui illustre parfaitement la mauvaise foi politicienne et médiatique. Parmi les réactions, on a eu ceux qui disaient « Oui, c'est inadmissible, un drapeau à l'Assemblée nationale ». Il n'y en a jamais eu. C'est Meyer Habib qui a dit, on reverra la séquence. Regardez, petite comparaison. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité. C'est inadmissible! Voilà, donc aucun drapeau autre que français n'a été brandi à l'Assemblée nationale. On voit Yael Braun-Pivet qui arborait un pins avec le drapeau israélien sur sa veste. Donc, c'est pour vous dire voilà la mauvaise foi de ce débat, qui est un non-débat, en vérité. Une fois de plus, c'est un non-débat. Parce que
on est en train de monter tout ça en épingle, mais des deux côtés, tout le monde fait de la merde. C'est extraordinaire, hein. Donc, je vous mets un peu pêle-mêle toutes les réactions, notamment Meyer Habib, justement, je vous disais, qui nous expliquait que jamais un autre drapeau que français n'avait été brandi à l'Assemblée. Aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, vous devez savoir, il n'y a jamais eu un drapeau étranger, jamais dans l'enceinte, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il aurait pu en avoir. J'aurais pu, moi, un jour amener un drapeau israélien, on aurait pu amener un drapeau ukrainien, peu importe. On ne l'a jamais fait parce que ça ne se fait pas, parce qu'on respecte la République. Le système médiatique, il n'est pas là pour vous informer, voilà. Il est là pour vous empêcher de penser. Et... Voilà, vous voyez, rappelez-vous la visite de membres du gouvernement ukrainien, et il y avait des drapeaux. Il y avait des drapeaux à ce moment-là, des drapeaux ukrainiens. Donc, c'est complètement fou. Depuis hier soir, vraiment, si vous tapez Meyer Habib sur Twitter, c'est comme taper femme nue sur Pornhub. C'est-à-dire que vous trouvez forcément des trucs. C'est extraordinaire, et ça a été que des dingueries. Alors, on se fout de sa gueule, évidemment. On a eu quoi dans les réactions complètement dingues? Ça, on vient de la regarder. Thomas Porte qui dit Meyer Habib se comporte comme un voyou. On a eu quoi d'autre? Attendez, j'en ai vu quelques-unes. Ça, c'était hier. J'en ai vu d'autres. Je voulais vous montrer ça. Alors, déjà, du côté de la France Insoumise, parce qu'on est chez Juste Milieu. On est chez Juste Milieu. Alors, on prend après les débats parce que c'est chouette, tout le monde n'est pas d'accord et vous connaissez la maison, tout le monde a son mot à dire. Il y a Asgard Dreadshift qui dit après Rémi, désolé mais il s'est fait insulter le Habib. Donc pour te répondre par ici, oui mais c'est match nul, c'est match nul. Dans tous les cas, personne n'a à faire ça et se comporter comme ça. C'est-à-dire que le mec déboule alors que l'autre député est en interview. C'est lui qui dit on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc ça part en bip. Je veux dire, forcément, ils savent très bien que ça va offrir ce genre de séquence médiatique. Donc là, je renvoie tout le monde dos à dos. C'est absurde de tous les côtés. Meyer Habib est une racaille, on le sait, qui a eu affaire à la justice à plusieurs reprises, qui a des comportements de racaille. Rappelez-vous quand il s'était rapproché de Dupond-Moretti au sein même de l'Assemblée pour bousculer ses affaires sur son bureau. On le sait. Et en face, la France Insoumise est une paire de guignols qui monte aussi en pression pour ce genre de conneries. Et donc, pour vous dire le niveau de n'importe quoi parmi tout ce qui se passe depuis hier, donc on a eu Delogu donc, qui brandit le drapeau. Je redis ce que je vous ai dit hier et ce que je dirais dans la farce tranquille. C'est un geste courageux, noble, important. Mais tout le reste, c'est de la merde. Et regardez hier ce qu'ils ont fait. Le mec venait d'apprendre qu'il est sanctionné pour 15 jours. Pour la petite parenthèse, Rémi Rebeyrotte, donc député de La République En Marche, qui avait fait un salut nazi dans l'Assemblée, a pris une sanction plus faible que Sébastien Delogu. Donc pour vous dire le niveau de grand n'importe quoi. Et le soir même, Delogu dansait au Manifestival de Louis Boyard. Voilà comment on commémore un génocide chez la France Insoumise. Donc ce sont des pompes à vélo. Tous ces députés dans cette affaire, de Meyer Habib à Delogu, en passant par Boyard, l'autre qui a réagi en expliquant que brandir un drapeau palestinien, c'était de l'antisémitisme, c'était du nazisme, je crois d'ailleurs, ce sont des pompes à vélo, tous. Et la France ne mérite pas ces guignols, quels qu'ils soient et tout parti confondu. Regardez d'autres vidéos du Manifestival. Voilà comment la France Insoumise chiale le massacre qui a lieu actuellement. Voilà, ça c'est la décence en fait. C'est la décence politique, c'est super en fait. Donc on comprend bien tout le souci qui est que tu vois, là, enfin, il y a d'autres vidéos qui sont sidérantes, on va pas tout montrer, mais c'est dingo. Voilà. Parce que normalement, ceux qui cassent l'ambiance en soirée, c'est pas les féministes. Si vous avez la référence, je voulais juste vous dire un petit mot pour voir à quel point, en fait, vous êtes beau. Voilà le niveau général, si vous voulez. Le niveau général du bordel. C'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Et je suis atterré, en fait, de voir ça. D'un côté, un Meyer Habib, on l'a dit hier, qui... officiellement se distingue de la politique française, qui prend fait et cause pour la politique israélienne. On se demande si ça n'est pas effectivement un député israélien rattaché à l'ambassade en France ou j'en sais rien. Bon,
c'est son choix, mais en tout cas, c'est normal. Puis il a été élu démocratiquement, dernière nouvelle, donc il faut assumer ce genre de conneries. Et puis rappelons aussi qu'il est député des Français de l'étranger sur une circonscription qui représente aussi le Vatican, Malte et compagnie. On n'a pas de nouvelles de son rôle concernant les autres Français de l'étranger hors Israël. Mais bon, bref. Les députés médiatiques de la France insoumise qui nuisent complètement à la cause qu'ils prétendent défendre. C'est-à-dire que les mecs viennent chialer toute la journée en disant « il faut parler du génocide, il faut parler du génocide », et le soir, ils dansent, le soir, ils font la fête, quoi. Donc ce sont des guignols, vraiment, ce sont des guignols, et tout ce spectacle me sidère, vraiment. J'ai pas les mots, il faut pas tomber dans les gros mots, ce serait ridicule, mais je trouve ça hallucinant de voir ce spectacle-là, et je pense que ça renvoie tout le monde dos à dos, dans la mesure où ceux qui accusent Meir Habib d'être en fait un politicien sioniste et israélien en activité en France, je suis d'accord avec eux, et ceux qui accusent la France insoumise d'instrumentaliser le massacre en Palestine pour des faits électoraux, et que finalement on sent bien qu'ils chialent devant les caméras, mais que la réalité est que pour eux c'est un sujet politique comme les autres qui leur permet d'exister dans cette campagne, je suis aussi d'accord avec eux. La France insoumise se tire une balle dans le pied, et là ce que font Aubry, Boyard, Delogu en allant danser comme des crétins, ça nuit à tout le parti. J'aimerais vraiment l'avis des camarades du Juste Bistrot qui soutiennent la France insoumise. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, de voir la représentation dont vous profitez, quoi, ou la représentation que vous subissez, c'est selon. Mais je trouve ça terrible, je trouve ça vraiment terrible. On a un parti politique qui a fait une action courageuse, qui est celle de brandir un drapeau, et le mec, le soir, et ces gars-là, ils vont twerker le soir, quoi, au Mani Festival. Prends les gens pour des cons, Alors, après, il y a Stealth 5, donc je devine les accointances politiques, qui me dit, il y a quel autre parti qui défend les Palestiniens? Mais pour moi, et comment dire, c'est pas pour renverser la table. Je l'ai dit, je vais pas le répéter 14 fois, le geste de Delogu, je le trouve courageux et très important. Mais au bout d'un moment, Stealth 5, ça tient plus ton excuse. L'excuse de oui, mais les autres partis ne défendent pas la Palestine. Je suis désolé, mais pour moi, tu ne défends pas les Palestiniens, ou tu n'as même pas le droit de prétendre défendre les Palestiniens quand tu chiales l'après-midi et que tu vas faire la fête le soir. Je suis désolé, moi je perds ma grand-mère. Le soir, je vais pas en boîte de nuit et c'est super, tout sourire avec tout le monde. La communication est éclatée. Alors, je veux bien que sur la scène politique, ce soit les seuls, et je te rejoins, parmi les seuls, à médiatiser ce sujet et à faire en sorte qu'on en parle, je suis d'accord. Mais là, ils se tirent une balle dans le pied. Faut arrêter. Ils démontrent à eux tout seuls, volontairement ou non, que finalement, c'est pas si grave que ça, parce que le soir, on peut faire la fête et danser. C'est pas sérieux. Je préfère encore des partis qui disent rien, mais qui viennent pas danser sur des tombes, enfin symboliquement. Donc non, je veux bien être coulant, être tout ce que vous voulez, mais ça me sidère, quoi. Ça me sidère. Et tout ça, après, pour faire les guignols à la télé et avoir des bonnes formulations comme David Guiraud, hier soir sur BFM. Exactement la même chose, et vous rediriez surtout exactement la même chose. Vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Voilà, le mec, en fait, est invité sur BFM, il y a eu de l'huile sur le feu, faut se détendre, et le mec dit « Ah, je présente mes excuses à tous les cochons de France. » Mais faut arrêter les conneries. Ce sont des imbéciles, mais vraiment. Et donc, enfin, voilà, on va pas repartir et redire tout ce qu'on a dit. On est dans la société du spectacle. On est dans ce que la politique peut offrir de pire, et je pense que d'une manière ou d'une autre, tous ces politiciens, même ceux qui se présentent comme les mieux intentionnés, au fond, tous se retrouvent dans le fait qu'ils salissent ces causes-là, ils salissent ce qu'ils prétendent défendre. Et aujourd'hui, on y est, quoi. Aujourd'hui, on y est. Franchement, ça me rend dingue. Ça me rend dingue de voir ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Red Hot Pink qui dit « Je prends vos messages, les copains, allez-y, hein, surtout si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment. » Red Hot Pink qui dit « Tu critiques la forme, mais sur le fond, ils ont 100% raison. C'est ton point de vue. » Il y a plus de saison qui dit « La France insoumise, c'est une escroquerie. » Éclat 15 qui dit « N'empêche que c'est sympa de s'excuser auprès des cochons. » Zerbal qui dit « C'était un peu drôle quand même. » Mais moi, je veux bien, mais même ça, en fait, ça me choque. Alors, parce que tu dis, camarade, mais qu'on mélange le grave et la rigolade. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
on prend les gens pour des abrutis, alors ça, on avait compris. Mais, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça notre monde, quoi. C'est-à-dire que le matin, on nous dit il y a un génocide à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et le soir, on rigole, parce qu'il faut quand même rigoler, parce que finalement, c'est le génocide cool. C'est-à-dire qu'il y a un génocide, on va défendre ceux qui meurent, mais on va quand même faire les blagues sur des cochons, parce que c'est marrant. Et donc, il faut quand même se marrer. Il ne faut pas oublier qu'il faut se marrer, en fait. Tu vois. Le mec, il est député, en fait. S'il veut être marrant, il fait du stand-up. Il fait de la comédie, mais il ne fait pas député. Donc au bout d'un moment, il y a un mélange des genres qui contribue à faire que nous, citoyens, devenions des abrutis, à imaginer que tout ça est normal, à imaginer que, oui, en fait, c'est bon, c'est possible, ils ont raison, c'est un peu drôle, donc ça va. Je trouve ça terrible, sincèrement. Et Neonium 7 qui dit, et je prends tous les messages, vous savez, j'aime bien, c'est important, qui dit arrêtez de taper sur la France Insoumise, c'est ridicule, ce sont les seuls qui ont les cojones, donc ça veut dire couilles en espagnol, cojones d'ouvrir leur gueule sur la Palestine. Je suis pas d'accord avec toi, camarade, et je pense qu'il ferait mieux de ne rien dire. Il ferait clairement mieux de rien dire. Parce qu'aujourd'hui, ils nuisent plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils contribuent, si vous voulez, à enlever la gravité. C'est-à-dire parce qu'ils dansent, on m'explique que oui, mais c'est drôle, on m'explique que machin, d'accord ? Mais ça enlève de la gravité, que vous le vouliez ou non, que vous considériez que LFI sont les seuls à défendre et tout, moi je veux bien, mais ils défendent une cause en utilisant le rire, la danse, la fête. Donc au bout d'un moment, ça enlève de la gravité. Je suis désolé, ça enlève de la gravité et donc il contribue à faire en sorte qu'on ne parle pas du sujet. Faut arrêter les conneries. Alors il y a Spanish Bot X qui dit tu pinailles. Ben oui, parce que je suis désolé. Je considère que nous sommes dans un monde sérieux, que tout ne peut pas faire preuve de légèreté, surtout dans un temps où ça se passe. C'est pas moi, en tant qu'apprenti humoriste, qui va vous dire il faut pas rire des sujets graves. On est bien d'accord. Mais là, ce parti politique nous explique à longueur de journée qu'un massacre se produit en temps réel. Et ils font des blagues le jour même. Pour moi, c'est pas sérieux. Et puis, c'est pas leur putain de métier. Donc, qu'ils ne s'étonnent pas qu'après, on ne les prenne pas au sérieux. C'est tout. Et quand la France Insoumise finira, parce qu'au bout du compte, ça finira comme ça, à faire 4% aux élections, eh ben on en reparlera. Il faudra pas venir chialer. Faut arrêter. Ils sont vraiment... ils sont à l'image de l'époque. Et je vois quand même des gens qui m'expliquent, oui, mais c'est rigolo, mais tu pinailles. Mais si vous voulez, en fait, si le fait de considérer qu'un génocide c'est grave et qu'on ne rit pas au moment où ce génocide se produit, si vous trouvez que ça revient à pinailler, je respecte votre point de vue, mais je suis absolument pas d'accord. Et je trouve ça même gravissime. En fait, je préfère les partis qui ne disent rien, parce qu'au moins ils ont la cohérence de leur lâcheté. Mais dire quelque chose pour l'utiliser comme un motif de buzz et faire rire les gens, en les faisant chialer le matin, je trouve que c'est se comporter comme un salaud d'une certaine manière. Donc non, ce cinéma m'énerve. Ce cinéma m'énerve, mais vraiment au plus haut point. Et je le redis, qu'on soit bien d'accord, je salue, quoi qu'il en soit, et qu'importe, je le salue, le geste au départ de brandir le drapeau palestinien à l'Assemblée. Je le redis, ça me semble très important. Mais par contre, ce qu'ils font derrière, c'est de la cagolerie. Ce sont des pompes à vélo. Donc bref. Voilà, les amis, sur ça, on en reparle un petit peu, c'est normal, on papote, et c'est chouette, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais ça me plaît bien qu'on papote, qu'on discute, voilà. Alors après, attends, c'est un petit nouveau, je crois, je l'ai jamais vu dans le chat, Junius No Game Without Stakes, qui dit caricatural comme argumentation. C'est le point de vue. Non, mais je dis, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Je prends d'autres messages. Il y a Sarah 2 HD qui dit je suis pas LFI, mais il faut voir l'interview entière de Guiraud, j'imagine, sur BFM. Je suis tombé dessus par hasard et il a vraiment esquivé les questions débiles et il a essayé de rencontrer le débat autour de Rafah. La journaliste était énervée. À part son excuse au cochon, il a été plutôt bon et très concentré sur Gaza et non les imbécilités du jour. Oui, ça, j'en doute pas. Qu'on soit d'accord, je vous dis pas qu'ils disent que des conneries non plus. Attention. Mais en l'occurrence, ils savent, parce qu'ils sont intelligents et qu'ils maîtrisent cette dynamique, ils savent que ce qui va être repris dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est la séquence rigolote. Ils peuvent dire des choses extrêmement intelligentes
intelligente à côté, vous n'allez pas me faire croire que la France Insoumise ne se doutait pas que tout le monde allait parler de la déclaration sur les ports, évidemment. Mais, et pour être, une fois de plus, un juste milieu, il y en a un qui a été plutôt bon, je trouve quand même, dans tout ça, c'est Manuel Bompard hier sur BFM. Je vous mets aussi la séquence, comme ça on va un petit peu équilibrer, ça fait plaisir. Et salut, on a un petit nouveau avec un pseudo magnifique, Londus Boob 66. Voilà. On a le public qu'on mérite. Salut à toi, camarade. On regarde Manuel Bompard qui a été plutôt bon. C'est l'esprit juste milieu. On envoie des tirs, mais on écoute un petit peu tout le monde et on équilibre. Ce député, monsieur Meyer Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez. Cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit, on va pas s'arrêter là. Cet homme, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement, là, il n'a pas été sanctionné. Donc, il l'a répété là en disant que c'était, on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas. Ah, c'était son explication cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de monsieur Netanyahou, qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire cet rapport à un juif quand même, malgré tout ça. Peut-être qu'on peut écouter Meyer Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Cet homme est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il se défend, on écoute sa version. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement. Mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah ben, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le terme de porc. Ce que dit Meyer Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite. Mais j'ai bien compris que quand Meyer Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meyer Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et je dis que les positions qui sont celles de Meyer Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. Ouais, je trouve que Bompard, pour le coup, sur cette séquence, est plutôt bon, plutôt pertinent. Et pour continuer un petit peu, les amis, je dois quand même vous dire un truc. Depuis hier soir, j'y pense. C'est un peu, capillotracté, tiré par les cheveux, comme on dit. Mais si on suit la logique de Meyer Habib, on va avoir des gros problèmes. Parce que je ne sais pas si vous avez percuté aussi, mais expliquer que l'insulte de porc est la plus vieille insulte antisémite du monde. On est d'accord. Suivez bien mon raisonnement, vous allez voir. On encule un peu les mouches, mais on va y arriver. Affaire Weinstein. Hashtag balance ton porc. Du coup, c'est antisémite. Donc peut-on encore accuser un agresseur sexuel de confession juive à l'aide du hashtag balance ton porc sans être antisémite? Parce que là, ça renverse tout. Là, ça renverse beaucoup de choses. Et je suis très premier degré quand je vous dis ça. Si on suit la logique de Meyer Habib, si on considère que ce gars-là est sérieux dans cette logorée victimaire et d'accusations permanentes en antisémitisme, ça veut dire que ça blanchit de facto tous les agresseurs sexuels, dont les accusations sont prouvées, évidemment, de confession juive. Parce qu'on ne peut plus dire « balance ton porc ». Donc, je vous assure, au départ, ça fait un petit peu pour le bon mot, mais je suis très sérieux. Pour vous dire à quel point ce qu'il explique n'a aucun sens et à quel point les médias, de fait, sont complices. Parce que les mêmes médias qui ont dit « balance ton porc, c'est super » et tout machin, ça voulait peut-être dire « balance ton juif ». Et là, c'est antisémite.
Donc, je me pose la question, mais très premier degré, quoi. Vraiment très premier degré. Je trouve ça terrible, mais terrible. Et je le redis, hein, pour être... C'est pas pour le plaisir d'être dans la position juste milieu, mais là encore, je le dis de manière très sérieuse. J'ai vraiment une pensée, hein, et soutien à nos amis de confession juive en France et ailleurs, hein, et qui voient tout ça et qui sont mêlés à ces délires-là, quoi. C'est-à-dire les Français de confession juive et d'ailleurs les personnes hors France de confession juive qui prennent Meir Habib pour une pompe à vélo, ben j'ai vraiment une pensée émue pour ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, elles sont à deux doigts d'être considérées antisémites. C'est-à-dire que tu peux pas être tranquille, aller peinard à la synagogue, faire ta religion peinard et considérer que ces gars-là sont des crétins, quoi. Donc vraiment, j'ai un gros soutien et beaucoup d'empathie pour nos amis de confession juive qui subissent tout ça, qui se font rattacher automatiquement à ce genre de pompe à vélo. Ça me sidère, quoi. Vraiment, ça me sidère. Et d'estimer que le niveau intellectuel de Meir Habib et le niveau de défense et de victimisation de toutes les personnes de confession juive en France, je trouve ça dingo. Je trouve ça vraiment dingo. Donc bisous à nos amis, bisous à tout le monde, de manière générale, on est humaniste. Mais c'est vrai que, ouais, petite pensée émue parce que c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Je veux dire, en permanence, d'estimer que la confession juive est au centre de tout et que ça devient vraiment le rond-point de tout ce qu'on peut dire, faire ou penser. Et comme ça, des gens qui s'arrogent le droit d'estimer c'est antisémite ou pas antisémite, jusqu'à la caricature avec ce que fait Meir Habib, ça me rend dingue, quoi. Ça me rend dingue. Et puis, il faut aller au bout du raisonnement, c'est que ça contribue aussi à invisibiliser les vrais actes antisémites. Parce que pendant qu'on explique que le hashtag balance ton porc est le début de l'antisémitisme, à en croire Meir Habib, il y a aussi des vraies agressions antisémites, des vrais actes antisémites qui se produisent en France tous les jours ou presque, et qui passent à l'ombre. Parce que tout le monde est occupé à savoir si, finalement, le fait de dire porc ou pas porc, rien ne va, mais rien ne va, les amis. C'est vraiment dingo, donc je voulais quand même vous dire ça. Un petit peu, les copains, sur cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est dans la lignée de ce que dit Manuel Bompard, hein, et donc c'est pour ça que je le trouve plutôt bon, plutôt juste là-dessus. Voilà un petit peu, les amis, pour ça. Et puis une autre séquence sur BFM. Alors pareil, pour continuer, le niveau de propagande, on le dit toutes les semaines, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Autre séquence, c'était sur BFM aujourd'hui. Personne, la manifestation qui est encore en cours aujourd'hui, comment vivez-vous à ces images? Écoutez, le droit de manifestation existe. Vous les soutenez, ces mouvements? Non, mais ça n'est pas une raison, parce que je ne suis pas d'accord, pour qu'on ne puisse pas manifester. Alors ça, vraiment, franchement, c'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de soutenir la cause palestinienne? Je pense que les choses qu'on entend dans ces manifestations ne me vont pas du tout, non merci. Lesquelles, madame? Les morts aux juifs, c'est régulier dans ces manifestations. Il n'y a eu aucun mort aux juifs. Vous n'étiez pas partout dans la manifestation. Madame, et il y avait eu ça dans Monsieur, de la mer au Jourdain, à chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous négation d'Israël. Non, mais je voudrais dire autre chose. Ça me plaît pas, c'est que c'est faux, excusez-moi. De la mer au Jourdain, on l'a pas Attendez, parce que d'abord, mais vous entendez quand même que vous êtes en train, excusez-moi, de jeter l'opprobre sur des jeunes gens qui manifestent en disant qu'ils disent mort aux juifs dans une manifestation, alors qu'aucun journaliste n'est capable de dire dans une seule de ces manifestations. Écoutez, il y en a. Qu'il y a eu. Non, madame, ça a été vous pouvez pas dire il y en a. Non, mais ça c'est n'a pas ça été que je voulais publié. dire. Madame, Et vous franchement, vous reprenez à avez eu chaque fois toutes les choses sans laisser les gens parler. Oui, mais madame, si vous dites des choses aussi. Mais ça vous plaît pas, mais c'est très dommage, vous dites plein de choses auxquelles je ne crois pas. En tout cas, ce genre de commentaires, nous, sur cette manifestation en particulier, on n'a pas eu ce genre de retour pour l'instant. Sur cette manifestation hier, je le sais parce que j'avais des gens qui connaissaient des gens qui étaient dans le quartier et qui ont entendu ça. Et je fais confiance à ces gens et c'est tout. Donc, il y a le niveau du journalisme. Il y a eu des morts aux juifs parce que je connais des gens dans le quartier qui me l'ont dit et je leur fais confiance. Voilà. Et là, ça va. Là, ça passe sur le respect journalistique, la déontologie, c'est validé. Tu as le tampon Fond Marianne. Golden Fond Marianne. Là, c'est dingue. C'est le seul endroit où tu peux argumenter de cette manière-là. Sur un plateau de TV en tant que journaliste. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Je dirais, va à ton boulot à dire oui, monsieur Chomblard, j'ai traité le dossier C12. Vous êtes sûr? Oui, parce que la comptable m'a dit c'est bon. Et je lui fais confiance. Bah, t'es viré. En fait. Non, mais ça n'existe pas. Dans le vrai monde, tu ne peux pas. Et en tant que journaliste, tu peux prouver que c'est surprenant. C'est surprenant. Mais il faut s'habituer. Il faut s'habituer parce que vous n'êtes pas journaliste. Donc, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le bulbe nécessaire par rapport à ça. Donc, non. C'est bluffant, les amis, ces séquences pêle-mêle. Mais on va enchaîner sur le gros morceau de l'émission que je voulais vous montrer. Pour justement, en fait, on est en lien direct avec tout ça, en fait. On est en lien avec tout ça, les amis.
Et je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Anne Morelli, qui est professeur en Belgique, professeur à l'université belge à Bruxelles, sauf erreur, et qui a écrit un bouquin très remarqué que vous connaissez peut-être également, concernant la propagande de guerre. Et on est en lien direct, en fait, avec tout ça. Principes élémentaires de propagande de guerre. C'est ce bouquin-là qui a été réédité à 2 reprises, sauf erreur, et récemment en 2020, un truc comme ça. Je crois que c'est la première édition, celle-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, mais c'est une dame vraiment passionnante et qui s'était amusée, entre guillemets, à décortiquer la propagande de guerre avec 10 grands principes. Et j'ai trouvé une vidéo, en plus, ça me permet de faire la pub avec grand plaisir pour une chaîne YouTube, un média que j'aime beaucoup, média belge, qui s'appelle BAM. Et j'étais allé faire un interview chez eux il y a 1 an ou 2, donc je leur fais des bisous, et allez vous abonner et donner de la force aux copains, ils font un super travail, et notamment Anne Morelli qu'ils ont interviewé il y a environ 1 an, et la vidéo est sur leur chaîne, donc on va regarder ça, allez vous abonner à BAM, je compte sur vous les copains, et on regarde ça, et vous allez voir, c'est en lien direct en fait avec ce qu'on vient de voir, qui est de la propagande de guerre absolument, et Anne Morelli décortique ça pour nous, on fait un react, c'est mercredi, ça fait plaisir, et ça va nous amener gentiment à 18h pour la farce tranquille. Elle a le meilleur régime politique possible, et 2, que ce régime politique prend des décisions qui sont tout à fait défendables. C'est-à-dire que nous voyons toujours que les autres font de la propagande, mais nous, c'est de l'information, bien entendu. Machiavel disait « Celui qui prend le premier les armes n'est pas forcément le coupable. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus coupable, c'est celui qui l'a forcé à prendre les armes. Avant d'agir, il y a 3 choses à faire. Douter, douter et encore douter. Je suis donc ici avec Anne Morelli, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles et historienne belge spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la propagande de guerre, puisque c'est un petit peu l'objet de l'interview? Alors, je suis professeur honoraire maintenant. Honoraire maintenant, oui, d'accord. C'est-à-dire que j'avais un énorme cours de 1300 étudiants, étudiants en droit, étudiants en Sciences Po, étudiants qui, en première année, devaient leur donner les principes de la critique historique. C'est très important que ces étudiants de diverses facultés aient cet esprit critique par rapport à l'information. Et dans ce cours, j'avais consacré une partie importante à la propagande de guerre. Et pour que ce soit plus simple à mémoriser pour eux, j'ai imaginé, à partir d'exemples de la Première Guerre mondiale que Ponsonby nous avait donnés, j'ai imaginé 10 principes de propagande de guerre. Pourquoi 10? Bon, ça aurait pu être 7 ou 13, mais Dieu, avant moi, avait fait 10 commandements et ça avait très bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Ok. Donc c'est un livre que vous avez écrit, enfin en tout cas qui a été publié une première fois en 2001, qui a été réédité en 2010, et il y a une nouvelle édition parce que... Qui est en route. Visiblement, il y a des nouveaux exemples qui viennent illustrer votre propos tous les jours. Donc ce livre s'appelle Principes élémentaires de propagande de guerre. Donc vous expliquez en gros que dans une démocratie, la population naturellement n'est pas vraiment favorable à la guerre. Et que donc la propagande est nécessaire afin de convaincre du bien fondé de celle-ci, donc de la guerre. Alors, effectivement, à partir du moment où on a besoin du consentement de la population pour un certain nombre de décisions politiques, il faut persuader la population, 1, qu'elle a le meilleur régime politique possible, et 2, que ce régime politique prend des décisions qui sont tout à fait défendables. Et donc, dans le cas des guerres, eh bien, la population en général n'est pas très enthousiaste. Il va falloir la mobiliser pour lui montrer que c'est une excellente décision que d'entrer dans cette guerre et que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et donc, les principes de propagande de guerre servent à mobiliser la population en faveur d'une guerre pour laquelle, à l'origine, elle n'a pas d'enthousiasme. Ok. Est-ce que, en étant cynique, le but d'une démocratie ne serait pas de faire croire que nous participons aux décisions afin d'assurer la paix sociale et une meilleure adhésion aux décisions politiques?
Alors, c'est un peu, je dirais, ce que je viens de vous dire, exactement. Bien sûr, il faut que la population embrée dans les décisions du pouvoir, et pour ça, il faut mettre en route tout un système médiatique. Et c'est assez simple aujourd'hui à voir de quel côté sont les médias. Il suffit de regarder les conseils d'administration, à qui appartiennent les médias, et on voit tout de suite que ces médias appartiennent, que ce soit ici ou ailleurs, à des milieux économiques qui, évidemment, vont essayer de faire prendre position par la population par rapport à des décisions qui sont dans leur intérêt à eux. Okay. Donc, si vous voulez vendre des canons, il faut vendre une guerre. Oui, c'est ça. Et donc, il faut trouver des arguments et les diffuser auprès de la population pour que les gens disent il faut faire la guerre, donc il faut acheter des canons. C'est ça. Et il faut augmenter le budget militaire, comme nous sommes occupés à le faire en Belgique. Oui. Ça, ce qu'elle pointe du doigt, Anne Morelli, vous avez vu, on est absolument dans le contexte actuel, sur la question de vendre la guerre. D'ailleurs, ce qui est le titre du bouquin formidable de Pierre Conesa, si vous avez l'occasion de le lire, et le contexte d'augmentation des budgets militaires, on est absolument là-dedans. L'Allemagne qui a annoncé l'année dernière plus 100 milliards, la France qui parle également d'une augmentation, la Belgique, les États-Unis bien évidemment, et même les États-Unis, quand ils parlent d'enveloppe donnée à l'Ukraine, l'argent donné à l'Ukraine, c'est pas pour acheter des tomates et des pergolas, hein, c'est pour acheter de l'armement. Alors le hasard du destin fait que c'est acheter de l'armement à l'industrie américaine. Ça après c'est le hasard. Mais dès que vous voyez aujourd'hui dans les journaux ou dans les médias, dès que vous entendez parler d'une augmentation du budget militaire d'un pays, on est dans cette dynamique-là. C'est avant tout dans un contexte de propagande pour dire, envoyer le message en tout premier lieu aux populations de dire on augmente le budget de l'armement, donc attention, ça peut chauffer à tout moment. Toujours dans votre livre, vous donc décrivez les 10 grands principes de propagande des guerres. Je les reprends ici. Donc, ce que vous avez dit, nous ne voulons pas la guerre. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3, le chef du camp adverse a le visage du diable ou du monstre. 4, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. 5, l'ennemi provoque sciemment des atrocités et nous commettons des bavures, c'est involontaire. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. 6, l'ennemi utilise des armes non autorisées. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. 8, les artistes intellectuels soutiennent notre cause. 9, notre cause a un caractère sacré, la démocratie, la liberté. On les connaît. 10, ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Alors, ces principes sont-ils réservés aux situations de guerre ou ça peut être utilisé pour d'autres choses? On pense par exemple à la crise Covid ou... Alors, le sous-titre du livre, c'est que ces principes sont applicables en cas de guerre chaude, froide ou tiède. Alors, ça veut dire que ça peut être utilisé dans des conflits sociaux, où le patron va dire c'est les travailleurs qui ont commencé à avoir des revendications impossibles à satisfaire, ou bien ce sont les travailleurs qui vont dire mais non, c'est lui qui veut la régression sociale. Ça peut être dans des conflits économiques. On voit pour l'instant avec la Chine, les États-Unis, c'est surtout un conflit économique. Et ça peut être aussi dans des conflits privés. Si vous avez autour de vous des divorces, vous voyez exactement la même chose. Moi, je suis doux et pacifique, c'est elle qui a tous les défauts, c'est elle qui a commencé, elle est sadique, elle traite mal les enfants, ou lui, etc. Donc ces principes sont applicables dans de nombreux cas de conflit, mais naturellement, la manière dont ils sont le plus visibles, c'est dans le cas de guerre effective. D'accord, donc on est bien d'accord, c'est un principe très général, guerre, en fait, pouvant contenir à peu près tous les conflits qui peuvent exister à un niveau micro ou à micro Vous avez cité macro. Le Covid, il y a quand même la célèbre phrase de Macron, nous sommes en guerre. Oui, absolument, c'est ça que je veux. Donc là, il s'agissait effectivement de faire des sacrifices en vue de la victoire. Il y a toute une série de principes qui peuvent être appliqués dans ce cas-là aussi. Absolument. Alors, d'un côté, n'est-ce pas normal qu'un gouvernement se donne les moyens de communiquer sur sa politique?
Alors, évidemment, tout pouvoir essaie de persuader du bien fondé de ses décisions. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit toujours la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre dans le nôtre. C'est-à-dire que nous voyons toujours que les autres font de la propagande, mais nous, c'est de l'information, bien entendu. L'Union européenne fait de la propagande. Elle a un musée qui est propagande du début à la fin, mais ça ne s'appelle pas propagande européenne, ça s'appelle information, communication. Pédagogie. Mais c'est tout à fait la même chose, évidemment. Donc nous ne faisons pas de propagande, c'est les autres qui font de la propagande. D'accord. Alors, en 1941, Roosevelt est élu pour la 3e fois, avec un discours plutôt officiel, plutôt isolationniste. Mais alors qu'on sait que derrière, il préparait l'entrée en guerre des États-Unis. Pearl Harbor lui donnera d'ailleurs l'opportunité de rallier la population à son objectif. Mais avec le recul, n'avait-il pas raison? Parce qu'in fine, l'Europe a été sauvée et à la sortie de la guerre, les États-Unis ont dominé le monde. Donc, quelque part, oui, il n'avait pas raison. De son point de vue, sans doute, mais c'est évidemment assez malicieux, je dirais, de commencer en disant « We are pacifists, you are pacifists too », mais on va faire la guerre, hein, parce que c'est un peu ça. Lorsque Barack Obama reçoit le prix Nobel, son discours elle-même, il dit « Nous sommes pacifiques, mais nous allons intensifier les frappes contre nos ennemis ». Donc c'est un discours assez trouble. Et si vous voulez, avec le recul, bah oui, lui, il a bien fait pour son camp, mais à force de mensonges, évidemment. De même que Colin Powell et ses collaborateurs, aujourd'hui, ont dit bah oui, on savait que c'était des mensonges, mais c'était pour la bonne cause. Mais n'empêche que c'était des mensonges. Quand il agite une fiole en disant « voilà la preuve que l'Irak a des armes de destruction massive », il sait bien que ce n'est pas un liquide funeste qu'il agite là. Je ne sais pas si c'était du bifidus actif ou quelque chose. Mais s'il avait de bonne cause, il n'avait pas besoin de mentir. Et lui, il dit « voilà, oui, j'ai menti, mais c'était pour la bonne cause ». Venons-en un petit peu à l'actualité. Selon vous, y a-t-il, concernant le conflit ukrainien, une propagande de guerre? Ah, évidemment, et des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés, mais nous avons très peu accès à la propagande de guerre russe. Parce que la censure dans nos pays nous interdit aujourd'hui de voir Russia Today, qui avait des émissions en français, dont certaines assez prestigieuses, comme Interdit d'interdire, etc. On a fermé Sputnik aussi, et donc nous n'avons pas accès à cette propagande. Par contre, de notre côté, évidemment, la propagande se répand tous les jours dans tous les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, la télévision. Pourquoi? Ben ces médias sont dominés, évidemment, par les mêmes qui ont intérêt à voir la guerre prospérer. Quand on pense par exemple, je sais pas moi, à Arnaud en France ou à d'autres patrons de l'industrie, ben évidemment ils ont avantage à ce qu'on s'arme jusqu'aux dents. Donc il y a une propagande énorme pour l'instant et elle répond à tous les principes de la propagande de guerre. J'ai fait le petit exercice et oui, nous sommes des pacifiques, c'est eux qui ont commencé, lui c'est un monstre, etc. On a absolument tout. Oui, j'ai l'impression qu'on coche à peu près les 10 points. C'est ça. Alors quel serait quand même le but de cette propagande? Parce que c'est quand même Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Alors, ça, je vais vous répondre par une phrase de Machiavel. Machiavel, c'est le XVe siècle. Machiavel disait « Celui qui prend le premier les armes n'est pas forcément le coupable. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus coupable, c'est celui qui l'a forcé à prendre les armes. »
Et dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a quand même eu des accords qui avaient été noués, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, oui, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, qui depuis 2014 bombardait intensément le Donetsk, par exemple. Et là, personne ne s'est ému. Il y a eu des milliers de morts, mais comme c'était des Russes ou des pro-Russes ou des russophones, on ne s'en est pas ému. Et quand la Russie, selon son point de vue, réagit à ces bombardements, alors là, on dit c'est scandaleux. Moi, je suis une athée militante, mais j'ai trouvé courageuse l'attitude du pape, qui a parlé, d'une part, des chiens de l'OTAN qui aboyaient devant la Russie depuis longtemps et qui l'ont poussé à cette réaction, et qui, d'autre part, a dit un jour, il y a quand même des gens candides qui croient encore à la fable du loup et du petit chaperon rouge. Le loup étant le grand méchant et le petit chaperon rouge l'innocent. On a oublié ce qu'est l'Ukraine, un pays de corruption absolue, un pays qui n'est loin d'être une démocratie. Cherchez un peu où sont les partis d'opposition. Tous les leaders d'opposition sont en prison. Les dirigeants de la jeunesse communiste sont en prison. Les dirigeants sont en prison. Et on nous présente ça comme un modèle de démocratie. Donc il y a là évidemment une propagande énorme contre laquelle il est difficile d'intervenir. Dans ce conflit, Macron, je crois que c'était hier ou avant-hier, appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Alors, qu'en pensez-vous de cette phrase? Faut-il comprendre qu'il faut renoncer à notre liberté pour la sauver? Alors, c'est une phrase, je dirais, type qu'on employait déjà à la guerre de 14, parce que, bien sûr, on suspend toute démocratie et toute liberté en temps de guerre. Et tout ça pour se battre pour la liberté, en fait, pour la faire disparaître, pour la sauver. Chacun dit qu'il se bat pour une bonne cause, qui est la liberté, etc. Je montrais aux étudiants toujours un monument aux morts allemand et un monument aux morts belge, sur lequel il est écrit exactement la même phrase. Ils sont morts pour le droit et la liberté. Für Recht und Freiheit. Bon, alors chacun dit qu'il meurt pour le droit et la liberté, et qu'on doit faire de grands sacrifices pour cela, naturellement, et évidemment on suspend les libertés, parce qu'il n'est pas question de contrer la propagande officielle. À la guerre de 14, il y a un instituteur du nom de Mahou qui s'est pris 2 ans de prison ferme et l'expulsion de l'enseignement de l'État français, parce qu'il avait dit en classe que les responsabilités de la guerre étaient probablement partagées. C'était trop. C'était inacceptable. Trop inacceptable, évidemment. D'où vient cette propagande, selon vous? Qui la propage? Les médias, les journaux, la télévision? Ils ne sont pas neutres? Alors, au moment de la guerre de 14, il y a eu un vrai tournant. C'est-à-dire que jusque-là, c'était assez artisanal, la propagande. À partir de la guerre de 14, il y a de vraies officines de propagande qui créent des fausses nouvelles, qui les diffusent, qui prennent contact avec les journalistes, etc. Et aujourd'hui, c'est tout à fait professionnalisé. C'est-à-dire que ce sont des agences de communication comme Rudolphin ou d'autres qui créent des nouvelles. Par exemple, lorsque vous aviez la guerre entre l'Irak et le Koweït, il y avait eu cette fabuleuse histoire des bébés koweïtiens jetés sur le sol glacé de l'hôpital par les méchants soldats irakiens, qui s'est avéré une fable, mais ça a circulé. Ça a circulé au Sénat américain, ça a circulé à l'ONU, et ça a ému les gens, parce qu'on travaille beaucoup sur l'émotion, évidemment. Et maintenant, pour la guerre en Yougoslavie aussi, on a eu toutes des fables qui ont été construites et diffusées. Et la Roumanie aussi. Que dites-vous? La Roumanie aussi, avec le faux charnier de Timișoara. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons évidemment la même chose, des fausses nouvelles qui sont diffusées.
Et quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de cette propagande, et qui par exemple nous montrerait que oui, il y a des monstruosités dans les guerres, il y en a dans les deux camps. C'est le cas du rapport d'Amnesty International, tout récent. C'est le cas de Human Rights Watch, tout récemment, qui disent les prisonniers russes sont maltraités chez les Ukrainiens, ils sont l'objet de sévices atroces. L'armée ukrainienne utilise comme bouclier humain de la population civile. Quand ils disent ça, c'est mis au conditionnel dans le journal. Si ça apparaît, l'armée ukrainienne aurait employé, etc. Tandis que si c'est l'ennemi, là c'est avéré, évidemment. Oui. C'est très important de voir ces changements de temps et de... Oui, absolument. Vous dites que ça s'est professionnalisé à partir de la Première Guerre mondiale. Où il y a des véritables, effectivement, comme vous parliez de cette histoire, par exemple, des couveuses avec la guerre du Koweït. C'était Hill & Knowlton. Oui. Hill & Knowlton était la firme qui a été payée pour créer cette campagne. Et eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Si vous leur demandez de faire de la publicité pour Pepsi Cola, ils vont la faire. Et si on leur demande de faire de la publicité pour le Koweït, ils le font aussi. Aujourd'hui pour l'Ukraine, et hier pour le Kosovo. Et là, ils avaient pris, je crois, la fille de l'ambassadeur. Oui. Alors, on va essayer aussi peut-être de voir s'il y a des solutions. Donc, comment, selon vous, peut se prémunir de la propagande? Y a-t-il quelque chose qu'un citoyen puisse faire pour ne pas être victime de la propagande? Alors, en principe, en histoire, ce qu'on fait, c'est croiser les informations. Oui. Si vous voulez avoir le point de vue un point de vue objectif sur les croisades, vous allez prendre le point de vue des croisés chrétiens, mais le point de vue des Arabes, le point de vue des communautés juives, le point de vue des chrétiens d'Orient, et vous allez avoir quelque chose qui ressemble sans doute à l'objectivité. Pour ces guerres récentes, c'est extrêmement difficile, parce que nous n'avons qu'un seul point de vue. Nous n'avons pas le point de vue de l'autre. Je n'avais pas le point de vue irakien pendant la guerre d'Irak. Je n'avais pas le point de vue des Serbes pendant la guerre en Yougoslavie. Nous n'avons qu'une seule vision qui est monopolisée et qui se développe dans tous les médias. Et donc, au moment même du conflit, on peut seulement se poser des questions. Et moi, je terminais mon cours en disant aux étudiants, avant d'agir, il y a 3 choses à faire. Douter, douter et encore douter. Oui. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Parce que dans un moment de guerre, on n'a pas les éléments nécessaires pour croiser les informations. Tout à fait. Voilà les amis, sur cette séquence. Donc Anne Morelli, professeure à l'université en Belgique, extraordinaire, qui a écrit ce bouquin sur les principes de propagande de guerre, qui est vraiment chouette. On finira la vidéo demain, mais vraiment, je vous incite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de BAM Media. Donc le nom de la chaîne, c'est BAM is back, _presse. C'est très important, vraiment, ils font un super boulot, des camarades, des amis belges. Donc voilà, la vidéo est issue de leur chaîne YouTube, donc n'hésitez pas les copains à aller faire un tour. Je crois qu'on est pas mal. Pour ce soir, les copains. Je vous l'ai dit, je suis un petit peu claquignos aujourd'hui. Avec la farce tranquille. Complètement dingue. À 18h, les amis, le rendez-vous est pris pour ce nouvel épisode complètement farfelu. Je le dis, il est farfelu. Près de 30 minutes où on décrypte pas mal de choses. On a essayé de bricoler. Vous allez voir ça. J'espère que ça va vous plaire. Je vous mets le lien dans le chat, les copains. Donc, on est pas mal pour aujourd'hui. Je vous abandonne un petit peu plus tôt. Je suis rincé, comme je vous l'ai dit. Et en plus, j'ai encore un petit peu de boulot. La journée n'est pas finie. N'arrête pas avec toutes ces bêtises. Donc voilà un petit peu les copains. Pour aujourd'hui, on est pas mal. Je vous donne rendez-vous demain, 16h45, même heure, même endroit. Et demain, on finira du coup la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas encore le thème, donc on va voir. Je vais vous parler de ce qui me plaira demain. Voilà les amis, c'est l'esprit du Juste Bistrot. Voilà les copains, merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Vraiment, j'espère que vous allez passer un bon épisode de La Farce Tranquille. Et puis voilà, je vous dis à demain en pleine forme. Moi aussi, je serai en meilleure forme. Ce soir, je rentre un peu de vélo et on sera plein gaz. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France, les copains.